Dieudonné sème la polémique en France. Les plus hautes autorités de l'État sont intervenues pour faire interdire son spectacle. À tort ou à raison, faut-il faire taire Dieudonné? Est-ce bafouer la liberté d'expression? Cette liberté permet-elle de tout dire? Et plus largement, assiste-t-on à une banalisation du racisme et de l'antisémitisme? On en parle ce midi avec nos invités. Joël Milquet, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur CDH. Philippe Moureau, sénateur PS. Denis Ducarme, député fédéral MR. Manuel Abramovitch, coordinateur de Résistance, le journal de l'Observatoire belge de l'extrême droite. Maurice Sosnowski, il est président du comité de coordination des organisations juives de Belgique. Jean-Marie Dermagne, c'est l'un des avocats de Dieudonné en Belgique. Patrick Charlier, directeur adjoint du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Et puis avec nous également Jean Bricmont, il est essayiste. Dans son dernier livre, Les censeurs contre la République, qui paraîtra dans un mois, il s'intéresse aux délits d'opinion. Et c'est avec vous, Jean-Marie Dermagne, que je vais lancer ce débat. Vous êtes l'un de ces avocats. Il est mis sur le bûcher depuis quelques semaines. On le présente comme raciste et antisémite. Un homme qui multiplie les propos odieux pour les uns. Dieudonné est-il cette incarnation du diable que l'on décrit? Eh bien, je vais sans doute en surprendre plus d'un. Mais je pense qu'on lui taille un costume qu'il ne mérite pas. Lorsqu'il m'a consulté, c'était il y a quelques années, on lui reprochait déjà des propos antisémites. Je lui ai dit que j'étais un homme et un avocat de gauche. Et le dialogue s'est installé très vite et il m'a rassuré complètement. Il n'est pas antisémite, il n'est pas d'extrême droite, il serait même plutôt à l'extrême gauche. Mais comme il a été victime d'un ostracisme par tous les médias français, et ça s'est étendu à la Belgique. À partir de là, il a été dans une posture, le dos au mur, et il est exact qu'il a fréquenté des gens qui sont, à mes yeux, infréquentables. Je tiens aussi à dire que, comme avocat, je défends une position à la Voltaire. Je ne partage pas toutes les opinions des gens que je défends, et par conséquent pas celles de Dieudonné non plus. Il y a des fautes de goût dans ces spectacles, à mes yeux. Mais, comme le disait Voltaire, même si les idées qu'il défend ne sont pas les miennes, je me battrai pour qu'il puisse les exprimer. Donc vous n'y voyez que des fautes de goût. Je retiens l'expression, on fait réagir Maurice Sosnowski. Des fautes de goût? Non, écoutez, là je suis étonné, je pensais que sur ce plateau, tout le monde au moins était en accord avec l'idée que M. Dieudonné est un antisémite. Je pense qu'il l'a prouvé à maintes reprises. C'est pire que cela, c'est pas une faute de goût. Je veux dire, c'est scandaleux, c'est ignoble, c'est odieux Dieudonné. Hein, c'est odieux Dieudonné. C'est vraiment inouï ce qu'il parvient à présenter dans ses spectacles, puisqu'il a fait un commerce, et c'est un véritable commerce, du génocide du peuple juif. Il parvient à mettre en scène M. Faurisson avec un habit rayé qui reçoit un prix. Il chante Shoah Nana, je veux dire, la chanson des Cordiers. Et aujourd'hui, en plus, il met également, dans son modernisme et dans ses petites fautes de goût, il met Mera en exergue. C'est l'apologie du meurtre de 4 enfants. On rappelle que Mohamed Merah, c'est celui qui a commis ces attentats, ces meurtres à Toulouse. Hein. Absolument, mais également le jeune Halimi, qui a été d'abord torturé, ensuite assassiné, parce que juif bien sûr, mais parce qu'aussi dans l'idée d'être un juif, on était riche. Et c'est comme ça que ce pauvre jeune homme a été enlevé puis torturé. Donc pour vous, il est clairement antisémite et il a clairement franchi la ligne rouge. Mais bien entendu, de multiples fois. C'est pas pour rien. C'est un humoriste. Attendez, on oublie qu'il fait de l'humour au deuxième ou au troisième ou au quatrième degré. Mais ne prenons pas ça à la lettre. Je peux terminer mon intervention. Oui. Alors, d'emblée, les règles du jeu, il y a des différences d'opinion. Évidemment, c'est un débat, mais on ne parle pas tous à la fois, sinon le téléspectateur ne comprend rien. Monsieur Sosnowski termine. Ce n'est pas pour rien que ce monsieur a été condamné 12 fois, dont 7 fois pour incitation à la haine raciale, suivant la loi Gaillot, qui est l'équivalent de la loi Moureau, et qui effectivement a pris ces incitations à la haine comme
plus qu'une faute de goût, messieurs. Ouais. Alors, Jean Bricmont, on vous a vu vendredi soir sur France 2, hein, chez mon confrère Frédéric Tadei, défendre la cause de Dieudonné. Vous partagez ses propos ou bien vous estimez simplement qu'il a le droit de tenir ses propos au nom de la liberté d'expression? Je ne défends pas ni les propos de Dieudonné, ni Dieudonné. Je ne m'intéresse pas aux personnes. Je m'intéresse aux principes de base de toutes les constitutions démocratiques. Je m'intéresse à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son article 19, garantit la liberté d'expression. Je m'intéresse à l'arrêt Handicide, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui en 1976 a dit que la liberté d'opinion valait aussi pour les opinions qui choquaient ou inquiétaient une partie de la population. C'est le droit à la satire, c'est le droit à l'humour, c'est ça que vous revendiquez? Le droit des gens de choisir l'humour qu'ils veulent. Je voudrais commencer. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Je voudrais quand même commencer par souligner le degré de folie dans lequel nos voisins du Sud sont tombés. Aujourd'hui, des adolescents sont mis en garde à vue pour avoir fait le fameux signe de la quenelle, que je ne ferai pas pour ne pas être arrêté à la sortie, et où ils sont mis en garde à vue et accusés d'apologie de crimes contre l'humanité. On est à ce degré de délire. Des gens sont renvoyés définitivement de leur école pour cette raison. Des livres sont mis au pilon. La rue de la Main d'Or est bloquée par la police. Quoi, on est revenu au macartisme, c'est ça que vous dites? Attendez, mais bien sûr. Mais en France, c'était pas comme ça. C'est les pires erreurs de la censure. Et je pense que c'était même pas comme ça à l'époque du cléricalisme triomphant et de la guerre froide. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé du passage chez Tadei. Madame Caroline Fouret, qui est qu'on connaît comme journaliste, comme féministe, comme laïque, etc. Elle a tweeté, chez Tadei, c'est 5 minutes pour les Juifs, 10 minutes pour Hitler. Alors les gens qui ont vu vous invite à le voir sur le net et jugez par vous-même combien de temps j'ai eu pour parler. Et moi, j'étais le seul représentant d'Hitler, puisque j'étais le seul à défendre la liberté d'expression. Alors on était à un point où on considère qu'un individu isolé, sans ambition politique, sans mouvement, sans rien, c'est Hitler, c'est-à-dire moi, parce qu'il défend la liberté d'expression. Hitler doit être très vexé qu'on l'accuse. Dieudonné n'est pas antisémite en un mot. Hitler doit être très vexé qu'on l'accuse de défendre la liberté d'expression, parce que c'était pas tout à fait son programme. Jean Bricmont, si ça, c'est pas une réécriture de l'histoire, et ça, c'est pas une banalisation du nazisme, donc considérez-moi, quand je suis coupé par tout le monde comme étant Hitler... Ça... Enfin, on va pas faire tout le débat sur le débat d'un autre. Non, mais en un mot, ce n'est pas un antisémite selon vous, Jean Bricmont? Il ne connaît même pas le terme, M. Marois. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais la question... mais non. Mais la question, est-ce que les droits de l'homme s'appliquent aux antisémites? Manuel Abramovitch. On rappelle que vous êtes le coordinateur de Résistance. C'est le journal de l'Observatoire belge de l'extrême droite. Vous avez une analyse assez plus nuancée voilà, et parfois non conformiste. De toute façon, on est contre le manichéisme. Et ici, c'est en plein. Hein, c'est vraiment d'un côté la République qui devient macartiste et puis un humoriste innocent qui fait des spectacles. Il faut quand même pouvoir remettre, vous avez dit que c'était un humoriste qui ne savait pas ce que c'était l'antisémitisme. Si vous êtes son avocat, ça serait peut-être bien aussi de lui donner une définition. Il y a l'antisémitisme hitlérien et bien sûr. Mais parlons de la définition, de l'antisémitisme. S'il vous plaît. Il faut quand même mettre les points sur les i. Il fait de la politique. Il se présente aux élections et avant ça, comme un antiraciste, peut-être certains diront manipulé par les officines antiracistes de l'Élysée ou d'autres lieux obscurs. Attendez. On arrête de se couper les uns les autres. Monsieur Abramovitch. Je termine. Il fait, par exemple, je donne un exemple. Il est sur un plateau de télévision. En France, c'est extrêmement difficile, sauf chez Tadei, justement. Mais par exemple, il est sur une chaîne de télévision internationale, en français, qui est une télévision iranienne. Un bel exemple de démocratie, où la liberté d'expression, pour les humoristes, pour les différentes religions, est extrêmement large, bien entendu. Il fait l'apologie de l'antisémitisme dans un pays dont, uniquement pour manipuler la population, et pas du tout pour lancer une guerre contre Israël, on utilise l'antisémitisme pour manipuler la population et éviter des conflits sociaux en Iran. Il va soutenir un régime dictatorial, il va soutenir des positions antisémites, des positions politiques. Quand il se présente aux élections avec un dirigeant du Front National, Alain Soral, quand il est soutenu par l'ensemble de l'extrême droite, il suffit de lire aujourd'hui la presse en France,
Qui soutient Dieudonné? Uniquement l'extrême droite. Uniquement l'extrême droite. Manuel Abramovich, il ne fait pas des spectacles, il fait des meetings, c'est ça? Non, il fait des spectacles meetings. Et c'est ça le problème, et c'est ça le paradoxe de Dieudonné, parce qu'il y a un paradoxe. Il n'y a pas un cas de Dieudonné, il y a un paradoxe de Dieudonné. Il y a effectivement des gens sincères qui vont voir un humoriste parce qu'ils l'apprécient depuis 10, 15, 20 ans, à l'époque d'Élie Semoun. Et parce qu'il est très drôle. Et parce qu'il est très drôle, effectivement. Comme Céline est un excellent écrivain du XXe siècle en France et de la littérature. Allez, je me tourne vers les responsables politiques. Ça devient un meeting politique de plus en plus. Philippe Moureau, vous êtes le père de notre législation contre le racisme. Que vous inspire Dieudonné? Mais écoutez, d'abord, je pense que l'on ne peut pas oublier que dans notre droit, le racisme est un délit. Et pas une opinion. Pas une opinion. C'est bien ça le problème. Oui, je sais bien que vous êtes pour que le racisme puisse s'épanouir autant. Mais il s'épanouit bien plus. Bien Il s'épanouit bien plus. Si vous permettez, Monsieur Bricmont, moi, je vais sûrement pas vous traiter d'Hitler, mais je vais tout de même vous demander d'accorder la parole aux autres également. Donc, la première chose, c'est que pour moi, le racisme en général, l'antisémitisme étant une de ses formes les plus élaborées, doit être condamné. Et je pense qu'en ce qui concerne Dieudonné, je vais parler un instant de l'Iran. Son voyage en Iran, vous venez d'en parler, n'était pas un voyage touristique, n'était pas un voyage où simplement on se rend dans un pays, parce que sinon on se rend dans un pays dictatorial. Vous savez, M. Hollande était en Arabie Saoudite. Je ne crois pas que c'est l'endroit où il y a le plus de démocratie et où malheureusement un certain antisémitisme règne aussi. Mais ce qui est grave, c'est la manière dont il a fait des déclarations, dont il s'est affiché avec le président iranien de l'époque. Je me dis d'ailleurs qu'Oum Salis, aujourd'hui, il ne doit pas être content de l'évolution de l'Iran, où le nouveau président ne tient plus le même langage. C'est un homme dangereux, Philippe Moureau. C'est un homme extrêmement dangereux. C'est un homme extrêmement dangereux. Et les deux questions fondamentales, et c'est là peut-être qu'on risque d'être un peu à côté du problème. La première, est-ce que les moyens, mais nous allons y venir, utilisés pour le faire taire sont les bons? La censure ça, on va y venir évidemment. Joël Milquet. Vous permettez? Vous permettez? Je peux aussi dire quelque chose? Donc je pense que ça, c'est une question très très délicate. Est-ce qu'on n'a pas utilisé, si vous le voulez bien, une arme dangereuse pour une bonne cause? Ça, c'est un des grands problèmes mais ce sera le deuxième chapitre de ce débat, de notre démocratie. Rassurez-vous, on en Et la deuxième chose, la plus importante, c'est de savoir pourquoi il a du succès. Et là, c'est toute notre société qui doit s'interroger, vous savez, parce que nous avons largement tous une responsabilité. On ne peut pas s'en tenir à Dieudonné, on doit réfléchir à la raison pour laquelle des gens pareils, vous savez, ceux qui ont injurié Taubira, pour un racisme la ministre française de la Justice, parce qu'elle est noire, sont dans le même registre. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas cloisonner les débats. Alors, Joël Milquet, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Moureau? Il faut se poser des questions. Il y a une responsabilité collective. Et c'est vrai que les sketchs de Dieudonné font plus de 2 millions de visites sur Internet. Le spectacle à Nantes, le premier qui a été interdit il y a quelques jours, il y avait 6200 personnes qui avaient réservé leur place à 55 €. Mais plusieurs choses, je suis largement d'accord avec ce que vient de dire M. Moureau. Moi, je suis pour une société, une démocratie basée sur le respect de l'autre, et basée sur la liberté d'expression, qui peut permettre évidemment d'être subversif, d'être anti-système, de pouvoir avoir parfois du second degré, comme a pu l'avoir dans le passé des proches, etc., quand on est dans l'ordre de l'humour et du second degré. Mais la lutte contre le racisme, dedans l'antisémitisme, mais aussi l'islamophobie et toutes les formes de racisme, pour moi, est une des priorités de notre société. Parce qu'on est en train, sinon, de légitimer, de banaliser, en fait, des groupes de gens qui s'opposent à d'autres, parfois avec une violence extrême qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Mais on nous dit, là, dans le camp de ceux qui soutiennent, ou en tout cas qui comprennent que c'est de l'humour. Mais non, mais monsieur Dallemagne est un avocat, c'est un homme de droit. Moi, j'ai ici la liste de toutes les condamnations faites en France, et Dieu sait si on sait à quel point, comme en Belgique, il n'est pas facile d'avoir dans notre ordre judiciaire une condamnation claire pour racisme. C'est vrai qu'il y a des prudences des tribunaux extrêmes, parfois trop fortes, je trouve, par rapport à certaines interprétations. Mais moi, dites-moi où est l'humour quand on dit que c'est quand même dommage qu'il n'y a plus de chambre à gaz, quand on dit notamment que
l'antisémitisme, comment dire, le sionisme devient de la pornographie mémorielle, quand on compare les juifs à une secte et à une escroquerie, et je vous en passe. Mais critiquer le sionisme, c'est pas un délit, ça, par contre. Ceci est la liste des condamnations dans l'ordre juridique français par des tribunaux. Alors ne venez quand même pas nous dire... Il y a eu des tas d'acquittements par ailleurs. Voilà, il y a 12 condamnations quand même, Jean-Marie Dermaille. Quand on sort une phrase de son contexte, on perd tout, évidemment. Nous sommes tous victimes de ce genre de choses. Si vous extrayez quelque chose de son contexte... S'il n'y avait qu'une phrase, il n'y aurait sans doute pas de problème. Mais c'est une conduite permanente chez Dieu. C'est toujours les mêmes, c'est des répétitions. Attendez, pas tous à la fois, ou sinon ça ne va pas le faire. Jean-Marie Dermaille termine. Je disais qu'il y a eu énormément de relax et que la plupart des condamnations... Ça, c'est toutes des condamnations. Oui, mais il y en a eu 7, il y en a 2 qui sont encore frappées d'appel, on ne sait pas ce que ça va donner. Elles sont mues par des associations et pas par le... Entre nous, vous dites c'est un spectacle. Mais tout ça, c'est des assertions, c'est des affirmations, ce n'est pas de l'humour. On peut faire du deuxième, du troisième ou du quatrième degré. C'est du premier degré, c'est bien là le problème, c'est du premier degré. C'est pas des proches, c'est du second degré. Il faut aller voir ces spectacles. C'est du premier degré, tout le monde en convient. Je les ai vus sur Internet. Il faut aller le voir. J'ai vomi, monsieur, c'est scandaleux. Je vais vous faire réagir. Il y a des choses extrêmement choquantes, comme dans tous les spectacles d'humour corrosif. Mais ce n'est pas de l'humour, ce sont des meetings politiques. Tout le monde en convient aujourd'hui. Ce n'est pas du spectacle, c'est un meeting haineux, raciste, négationniste. Tout le monde n'en convient pas puisqu'il y a 2 millions de... On a compris que vous n'étiez pas d'accord là-dessus, donc on va... Bon, voilà. Monsieur Lucarme. J'espère que le débat va un petit peu se poser. Ça va, j'ai connu pire, pour l'instant. Moi aussi, d'ailleurs, chez vous. Les politiques sont très calmes. Je voudrais vous dire, cher monsieur, moi je suis un amateur d'humour corrosif. J'adore le cynisme. Monsieur Ducarme est un petit rigolo, il aime l'humour corrosif. Petit rigolo, il est cynique, il vient de dire. Il est cynique. J'adore, je trouve en effet que ça met du piment à notre société. Et vous aimez Dieudonné, c'est ça que vous nous dites? Ce que je vous dis simplement, c'est que les humoristes corrosifs que je suis n'ont pas tous été condamnés cette fois. Et donc, en l'occurrence, il faut faire la différence entre simplement le cynisme, l'humour corrosif et cette condamnation, tout de même, qu'il y en ait 2 qui soient susceptibles de tomber, peu importe, il y en a 5 qui sont fermes. Et donc, il faudrait que vous évitiez, tout de même, vous pouvez le faire au tribunal, mais pas ici, de faire passer monsieur Dieudonné pour une victime. Pour ce qui nous concerne au niveau du MR, il est clair que c'est un ennemi de notre démocratie, des valeurs qui la sous-tendent, comme Sharia for Belgium l'est par exemple. Et donc nous devons naturellement nous prémunir d'actes, de discours, de meetings, parce que ce n'est pas... Il faut le combattre, il faut le combattre. Et en effet, il faut le combattre, et la législation sur le racisme elle-même ne suffit plus. Alors, on va y venir, on va voir si la façon dont la France le combat est la bonne manière dans juste 2-3 minutes. Mais d'abord, cette réaction d'un téléspectateur qui dit si Dieudonné tenait les mêmes propos à l'égard des catholiques, par exemple, on n'en parlerait pas autant. Qui veut réagir à ça? Monsieur Charlier qui a pas encore eu la parole. On a beaucoup parlé de l'antisémitisme de Monsieur Mbalambala. Il faut savoir aussi qu'il y a dans ces propos, effectivement, des propos à caractère antisémite. Pourquoi? Parce qu'il cite des personnes, non pas par ce qu'ils font ou par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils sont. Et ça, c'est problématique. Il va parler de Dominique Strauss-Kahn, de Jean-François Kahn, de Woody Allen, de Roman Polanski, de Bernard-Henri Lévy, de Patrick Cohen. Il les fait huer dans ces spectacles. Il les fait huer parce qu'ils sont juifs et pas parce qu'ils ont fait ou pas parce qu'ils ont dit. Et là, on est dans de l'antisémitisme et ça... Est-ce que vous pouvez nous citer par exemple ce qu'il a dit dans son dernier spectacle Le Mur à l'égard d'un journaliste de Radio France, France Inter, je pense. Dans son dernier spectacle, à un certain moment, et on voit ça sur Internet aussi, il vient dire, vous savez, moi je suis né en 66. Ce qui s'est passé avant, entre Hitler et les Juifs, c'est qui a commencé? C'est qui est responsable? Et de mettre... C'est qui a volé qui? Qui a volé qui? Ça, j'ai ma petite idée là-dessus. Là, il y a quelque chose d'extrêmement désagréable de mettre en balance Hitler, le régime nazi et les Juifs, comme s'il y avait une responsabilité qui pouvait être partagée. Et d'autant plus que c'est là, ça pose problème. Dans le même temps, je voulais profiter quand même de dire aussi que dans le même temps,
au nom des principes, on doit condamner le racisme, on doit condamner l'antisémitisme, mais ce sont ces mêmes principes qui doivent permettre la liberté d'expression, et je ne suis totalement opposé à l'interdiction préalable des spectacles, sauf pour les raisons véritablement d'ordre public entendues au sens strict. Et donc, s'il y a des propos racistes, antisémites qui sont tenus, poursuite et condamnation, mais pas d'interdiction préalable. C'est les mêmes principes liés aux droits fondamentaux, à la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on a fait mention tout à l'heure, et tous les textes qui suivent. C'est dans ces mêmes textes que se trouve la liberté d'expression et la condamnation du racisme et de l'antisémitisme. Alors vous êtes tous très pressés qu'on en arrive évidemment à la façon de le combattre, mais juste avant ça, je voudrais quand même qu'on s'attarde encore 2 minutes sur ce que traduit ce phénomène Dieudonné, des millions de personnes qui vont le voir sur Internet, des jeunes de toutes les origines, Manuel Abramovich. Est-ce que tous ces gens qui vont voir Dieudonné sur Internet ou ces spectacles sont forcément des fachos et des antisémites? Alors, moi j'ai pas été directement voir un spectacle de Dieudonné, mais j'ai vu son public belge à un meeting d'un homme politique qui est un homme politique qui est devenu député par accident. Je ne vais pas citer son nom. On a compris, ne lui faisons pas plus. Et il est soutenu par tous les réseaux, le réseau belge Dieudonné. Donc il y avait 450 jeunes. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. D'abord, je n'ai pas entendu vraiment de propos antisémites. Ils savaient que j'étais présent, donc ils auraient pu faire attention. Mais bon, ils n'ont pas demandé à 450 personnes de se tenir. J'ai entendu des propos antisionistes, mais qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Oui. Pas de souci. Mais je pense vraiment que Dieudonné, il y avait 450 jeunes, donc c'est énorme, et qui venaient essentiellement pour Dieudonné et pas pour le Gugus en question, parce que Dieudonné est intervenu par téléphone. Il y a un problème, effectivement, je pense, dans la jeunesse de manière générale. Problème d'identité, problème de confusionnisme. On a en présence ce que j'appelle des analphabètes politiques, des jeunes qui sont nés après les années 90, mais qui répondent à tout, qui sont journalistes citoyens sur des blogs, sur Internet, sur des réseaux sociaux, mais qui connaissent rien de rien au niveau de l'histoire. Qui manquent de repères, quoi. Ouais. Mais qui ont des réponses sur tout. Et effectivement, qu'on a un problème historique, un problème de temps historique, c'est facile, évidemment. Et ce sont ces gens-là que Dieudonné parvient à... et d'adhérer aux thèses conspirationnistes, d'expliquer les choses de manière très simple. Ici, on en a un peu parlé tout d'un coup. Oui, effectivement, s'ils s'attaquaient aux catholiques, on ne pourrait pas. Et ça serait interdit tout de suite. Et donc c'est directement le lobby juif qui est surpuissant. Il y a pas mal de téléspectateurs qui nous ont dit ça. Mais vous savez qu'aujourd'hui, si vous faites une publicité pour un manteau en fourrure, vous avez un lobby qui s'appelle Gaïa qui intervient. Si vous faites quelque chose par rapport à une publicité considérée comme sexiste, vous avez un institut qui intervient. Si vous avez, etc., pour tout, aux États-Unis, les blacks américains sont protégés. Les blacks américains sont protégés par des lobbies surpuissants américains qui règnent à Hollywood, où on ne peut pas faire certains films s'il n'y a pas un noir qui a un rôle positif dans le film. Donc les lobbies sont multiples. Dieudonné explique aux jeunes qu'il y a un seul lobby. Dieudonné, à ce niveau-là, est un arnaqueur. Et comme beaucoup d'antisémites, il ne le sait pas, mais il est antisémite. Jean Bricmont et puis, Monsieur Moreau, rapidement. Oui, mais bon... Oui, mais il faut que tout le monde puisse avoir la parole. Oui, Monsieur Mbalambala a annoncé un nouveau spectacle qui est déjà interdit avant qu'on l'ait vu, qu'on l'ait lu, etc. Il a écrit un nouveau spectacle, il ne jouera plus le mur. Il a écrit un nouveau spectacle sur l'Afrique qui s'est présenté en africain. Il est déjà interdit par la police. Bon. Alors moi, j'ai un conseil à lui donner. Qu'il fasse un spectacle où il se moque des Arabes, des musulmans, des catholiques, des beaux Français. Il a déjà fait, mais qu'il ne fasse que cela. Rien sur Israël, rien sur les Juifs. Et quoi, selon vous, là, il n'aura pas de problème. Laissez-moi donner des exemples. Il n'a qu'à refaire le sketch de Michel Leib où il y a un Africain qui dit « c'est pas mes lunettes, c'est mes narines », ou bien de dire, comme l'a dit Yann Moix il n'y a pas très longtemps, les Arabes c'est fait pour voler, ou bien comme un sketch sur Canal+, où on parle du génocide au Rwanda et on dit... papa est coupé un petit morceau en haut, maman il lui manque un bras, elle est en bas, et tout le monde rigole. Mais qu'est-ce que vous voulez, ou bien de faire comme Gaspard Proust qui dit coloniser la Palestine, ça n'a pas de sens, à moins d'être fasciné par les Mercedes des années 60, le sable et l'huile d'olive. On peut se moquer des colonisés, on peut pas se moquer des colons, parce que tous les problèmes de Dieudonné viennent du sketch chez Fogiel. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on peut se moquer de toutes les catégories, mais pas des juifs, c'est ça que vous dites. C'est ça, il n'a qu'à faire ça, et personne. Mais tous ces trucs-là se passent récemment dans les télés françaises. Alors si tous ces trucs-là sont autorisés, il n'a qu'à faire que ça,
il n'y aura pas de poursuite. Les Noirs, les Arabes, les musulmans qui vont à son spectacle rigoleront quand on rigole d'eux. Il n'y aura pas de poursuite. Monsieur Sosnowski, et tout le monde comprendra. Est-ce que vous seriez plus susceptible que les autres? C'est un peu ce que dit Jean Bricmont. Évidemment, c'est totalement faux. Je ne suis pas susceptible en tant que juif ici. Je suis un humaniste. Et figurez-vous que nous avons un lien étroit avec les Tutsis et avec les Arméniens, parce que nous sommes les trois peuples du génocide. Alors que certains pensent que nous soyons... Et pourquoi pas les gens du voyage, les Roms? Pour l'instant, effectivement, on a une association arménien, Tutsis et juifs pour la solidarité et pour la mémoire, monsieur. La mémoire est très importante chez nous et j'ai l'impression, plus qu'une impression d'ailleurs, je crains fort que monsieur Dieudonné, que vous défendez si bien, lui, n'en a rien à cirer de cette mémoire. Il n'en a rien à cirer, il le montre suffisamment dans ses spectacles. C'est un véritable antisémite. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, s'il devait y avoir les insultes de monsieur Donné ou de quiconque contre un Arménien ou contre c'est ce que nous faisons aujourd'hui, ou contre un Tutsi. Si demain il y avait un spectacle où on disait voilà, on n'a pas assez tué de Tutsi, il faut encore assassiner à la machette, je me lèverai le premier parce que on ne peut pas imaginer ce que c'est qu'un génocide, monsieur. Mais je suis d'accord avec vous. Mais on ne rit pas d'un génocide. Bien sûr. C'est condamné par la loi. L'antisémitisme, le négationnisme, le révisionnisme. Ce qui choque Dieudonné, c'est les deux poids, deux mesures. Au mois de juillet dernier, un maire d'une ville française, député maire, a tenu les propos suivants. Il avait des Roms devant lui et il a dit « Peut-être qu'Hitler n'en a pas tué assez ». Vous connaissez son nom, vous savez ce qu'il est devenu? Ce type est toujours bourgmestre, il est toujours maire, il est toujours député, il est prof de droit, il est avocat. Oui, donc deux poids, deux mesures, c'est ça que vous dites. Allez, on avance dans le débat avec cette question, on l'a déjà un peu abordée, Philippe Moreau. Est-ce qu'il faut faire taire Dieudonné? On a décrit le personnage. Permettez, je voudrais tout de même rebondir sur des choses importantes qui ont été dites, qui est le fait que l'on devrait être aussi sévère à l'égard du racisme qui touche les arabo-musulmans ou l'islamophobie qui est généralisée et dont on parle très peu. Certains disent mais ce n'est même pas si grave que ça. Vous avez le problème des Roms qui devient, me semble-t-il, extrêmement intéressant. Intéressant négativement. Quand vous dites ces jeunes des quartiers qui vont écouter Dieudonné, quelle est la masse des gens qui aujourd'hui sur Internet s'attaquent aux Gitans et aux Roms? C'est un autre public qui est tout aussi raciste à l'égard d'une autre population. L'oubli que Hitler a aussi voulu tuer l'ensemble de cette population est aussi quelque chose dans nos sociétés d'assez étonnant. On rappelle que vous êtes historien, Philippe Moreau. Moi, je vous demande une chose. Ne vous arrêtez pas, même si j'ai été très clair quant à la condamnation de Dieudonné, ne vous arrêtez pas à ce cas-là. Nous avons un problème de société. Nous sommes une société fracturée. Il faut la recoudre et il faut rétablir une relation entre tous ces groupes qui ont tendance, avec malheureusement des complicités politiques et médiatiques, à se complaire dans la haine de l'autre, dans la croyance que les malheurs du temps, c'est à cause de l'autre. Est-ce qu'il faut faire taire Dieudonné? Est-ce que l'interdiction a priori de ce spectacle, comme l'a décidé le gouvernement français, est une bonne mesure ou pas? Bonne méthode ou pas, Philippe Moreau? Moi, je vous ai dit que je crains que l'on utilise une méthode dangereuse pour une bonne cause. L'interdiction préalable est très délicate. J'aurais préféré de loin que la ministre de la Justice demande au parquet de poursuivre avec diligence monsieur Dieudonné par rapport à ses propos. Maintenant, dans un cas d'urgence, on peut accepter peut-être une situation exceptionnelle, mais ce qui deviendrait inquiétant, c'est si maintenant, même sans avoir vu les spectacles, on commençait à les interdire. Parce qu'alors, à ce moment-là, on est dans un autre monde qui nous ramène notre civilisation largement en arrière. Joël Milquet, est-ce que c'est une option dangereuse, comme le dit Philippe Moreau, d'interdire a priori un spectacle, avant même qu'on puisse aller le voir, boum, on l'interdit? Est-ce que c'est dangereux pour la liberté d'expression? Deux choses, vite pour rebondir. Je pense aussi que nous devons éviter cette espèce de banalisation rampante par rapport à tous les racismes. Ici, c'est un cas d'antisémitisme inacceptable qui mérite l'indignation collective et nous devons le faire avec exactement la même énergie et insistance qui
parfois manque, de manière globale, par rapport à d'autres types de racisme, et notamment, on l'a cité, l'espèce d'islamophobie rampante qui devient quasi parfois normale, et qui rend cette société invivable si l'on continue. C'est aussi un signal d'arrêt que nous devons tous donner politiquement, même si ce n'est pas toujours très populaire. Parce que sinon, nous allons avoir une société de factions et de haine qui peut, à un moment, tourner mal. 2. Est-ce que la méthode est la bonne? En fait, entre la communication et le droit en France, il y a quand même quelques nuances. J'ai bien lu la circulaire d'Emmanuel Valls. En fait, le ministre de l'Intérieur, votre homologue français. Mon homologue français, fondamentalement, il se trouve dans un cadre juridique quasiment identique au nôtre. Il n'a absolument aucune capacité, lui, de dire je demande qu'on interdise. Il dit, en fait, au-delà d'une communication beaucoup plus mal, mais en fait, dans sa circulaire, il réexplique le cadre légal, c'est-à-dire que les maires et les préfets, ça c'est différent par rapport à nous, peuvent interdire lorsque on se trouve avec un risque de trouble à l'ordre public et à la sécurité publique. J'aurais préféré, moi, et je partage assez bien l'opinion de M. Moreau, qu'on n'en fasse pas à ce point un point médiatique. Ça me dérange assez bien de parler de Dieudonné aussi longtemps parce que quelque part il y a un effet contre-productif où on en fait un martyr et on fait sa pub, mais je suis pas là pour faire sa pub. Et c'est ce qui se passe hélas un peu en France. J'aurais préféré que ce soit géré avec beaucoup plus de discrétion parce qu'au fond nous on a exactement les mêmes armes. Un, c'est d'abord au bourgmestre à pouvoir, le cas échéant, interdire un spectacle. Et ça s'est déjà fait d'ailleurs il y a quelques années. Ça s'est déjà fait lorsqu'il y a, et qu'il estime que dans son quartier, des quartiers peuvent varier aussi, selon les typologies, les sociologies, il y a des risques de troubles de l'ordre. On a compris que vous trouvez que ça voilà, c'est pas assez discret, mais sur le fond, est-ce que c'était une bonne idée d'interdire un spectacle? Est-ce que c'est pas dangereux pour la liberté d'expression? Qu'en dit la ministre de l'Intérieur? Mais quand c'est, moi je suis une légaliste, quand c'est le cas, et que on a un bourgmestre, et ça c'est fait, et quand ça s'est fait, c'était fait à raison, en Belgique, quand on estime, vu la sociologie du quartier ou de la commune, qu'on risque des troubles à l'ordre public, et c'est quelque chose évidemment qu'on doit éviter, oui, on peut le faire. Mais uniquement dans cet objectif-là, et c'est alors une appréciation qui peut être faite par le maire en coordination avec le ministre de l'Intérieur, qu'importe. Mais je ne suis pas sûr que de l'avoir fait de manière aussi forte, médiatique, généralisée, n'a pas, pour finir, induit un contre-effet que je déplore également. Et par ailleurs, nous devons éviter la banalisation. Donc c'est assez subtil, mais je crois qu'il faut faire confiance au maire et il faut le faire au cas par cas. Mais moi, je ne suis pas contre une interdiction lorsque l'on sait que ça peut générer des troubles. Mais on peut se demander à qui ça a le plus profité, cette histoire, à Dieudonné ou au ministre de l'Intérieur lui-même qui grimpe dans les sondages, dans les muscles. Daniel Ducarme, en préparant cette émission, m'avait dit... moi, je trouve que oui, il faut pouvoir... Daniel ne vous a rien dit. Denis Ducarme, pardon. Bon. C'est quand même mon père. Le problème de Dieudonné et de d'autres radicaux antisémites, c'est ici qu'il y a un acharnement. On ne parle pas, comme M. Bricmont l'a indiqué, juste d'une petite blague. Il y a un acharnement, ça a suscité cette condamnation. On est face à qui? On est face à un récidiviste, comme d'autres groupes. Et donc quoi, Tropistevel, il y a un moment où il faut agir. Tropistevel, comme en effet un certain nombre de bourgmestres, un en particulier, lors du spectacle qui a voulu être donné par Dieudonné il y a quelques années en Belgique, a voulu interdire de manière préalable. Et ça a été cassé par le Conseil d'État en Belgique. Et je pense en effet que là est le problème. C'est-à-dire que, à la différence de la France, où vous avez une information qui ressemble de très près à une injonction qui est donnée par le ministre de l'Intérieur indiquant « vous pouvez » interdire préalablement le spectacle de Dieudonné, ce récidiviste qui a été condamné à cette reprise. Ici, en Belgique, on laisse reposer le poids de cette responsabilité sur les bourgmestres. Donc ça, il faudrait changer, selon vous? Monsieur Dian, quand on dit qu'on peut, c'est la loi le dit clairement. Il faut changer la loi. Et il faut changer la loi, selon vous, alors? Moi, je crois que nous croyons qu'il faut donner davantage d'outils, en effet, à l'État de sauvegarder nos droits fondamentaux. Mais la loi le permet déjà, oui, de manière très claire. L'article 130 de la loi communale le dit clairement. Oui, la loi communale. Donc on se repose sur les bourgmestres et à l'échelle fédérale, on dit on peut l'interdire, les bourgmestres. Donc on retient ce que vous dites, Denis Ducarme, au-delà de la technicité, on retient que pour vous, il faudrait pouvoir plus facilement, l'État plus doit rapidement intervenir et interdire un spectacle. Réaction de Jean-Marie Dermagne. Jean-Marie Dermagne, vous êtes l'avocat de Dieudonné il y a quelques années. Quand le spectacle a été interdit en Belgique,
Vous avez porté l'affaire devant le Conseil d'État. Selon vous, messieurs, s'il vous plaît, les droits de l'homme, c'est dangereux pour vous, pour les droits de l'homme, c'est dangereux pour la liberté d'expression. Monsieur Ducarme, s'il vous plaît, monsieur Moreau, un peu de calme. Permettez-leur de s'exprimer. Jean-Marie Dermagne a la parole. Leur haine, alors. Jean-Marie Dermagne a la parole. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. les manifestations de charia for Belgium, c'est pas vous, hein? C'est pas les faits, vous défendez. Vous bavez beaucoup, mais vous dans ne les faites faits, rien. vous défendez ce groupe. Comme vous avez bloqué au Parlement le fait qu'on puisse interdire des groupes radicaux comme Charia for Belgium. Moi, j'ai interdit les manifestations de charia for Belgium, cher monsieur. Vous n'avez jamais rien fait. Comment? Du bavardage. C'est ça. Vous êtes un bavard, c'est tout. C'est ça. C'est voyez... parfois vos politiques qui ont fait naître ces groupes-là. J'espère que tout le monde voit à quoi mène la lutte contre la haine. Oui. Bon, maintenant que vous avez fini votre... Je me tourne. Et le fait d'être attaqué peut provoquer des invectives. Jean-Marie Dermagne. Oui. Il faut revenir à l'histoire, effectivement. Vous avez dit c'est le retour au Moyen-Âge. Pourquoi? C'est le retour au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, les pouvoirs publics, le roi, lorsqu'il s'agissait d'une monarchie, c'est l'ancien régime, avait le droit de permettre les spectacles, de permettre les livres ou de les interdire. Eh bien, lorsque j'entends M. Ducarme dire il faut donner à l'État, au ministre de l'Intérieur par exemple, le droit d'interdire, on revient à cet ancien régime. Des gens sont morts pour éviter cela. Et comme le disait un philosophe célèbre, Kant, il faut permettre la liberté d'expression pour nourrir la pensée. La liberté d'expression nourrit la pensée. Un petit Et j'en suis fier. Ah oui. Et j'en suis fier de ce vous êtes fier je de le défends. M. Dieudonné et ses propos. Ça n'a rien à voir. Je fais mon métier, monsieur Ducarme. Je fais mon métier. Ou un pins, ça ne suffit pas. Hein. Ce pins, c'est la lutte contre les idées d'extrême droite et je le montre et j'espère que tout le monde le verra. Eh bien, c'est aussi la liberté d'expression qui permettra de combattre les idées d'extrême droite. Ça n'est pas de fermer la gueule aux gens, comme vous voulez le faire, qui permettrait de faire progresser les libertés dans ce pays. Voilà, juste une question. Vous êtes juriste, moi aussi. On a quand même une Convention européenne des droits de l'homme que je respecte, un article 10 qui est un article fort sur la liberté d'expression et qui est une base fondamentale de la démocratie, mais qui quand même précise bien clairement que la loi peut imposer des restrictions et autres pour toute une série de raisons, dont des raisons de sécurité, d'ordre public, de prévention de délits, etc. Donc nous sommes totalement dans le cadre de la philosophie d'une démocratie, liberté d'expression, oui, mais avec des limites. On peut condamner a posteriori. Oui, mais non, on dit bien des limites à la liberté d'expression. Et c'est la grande différence, et je vais y venir peut-être pour parler notamment du radicalisme, c'est la grande différence entre nos systèmes juridiques européens et le système américain, paradoxalement, qui considère la liberté d'expression comme permettant tout, même des discours de haine, même des discours qui expliquent comment faire une bombe terroriste. Nous, non. Et on dit que nous avons dans notre ordre juridique pénal européen, et j'en suis fier, et c'est un vrai combat, des limites beaucoup plus strictes à la liberté d'expression dès qu'il s'agit de la haine de l'autre. Et je pense que ça, c'est un principe que nous devons absolument sauvegarder. Patrick Charlier. Qu'il s'agisse du radicalisme ou d'autres choses. Patrick Charlier, sur ce dilemme auquel sont confrontées nos sociétés, si je peux terminer la question, M. Charlier. Voilà, sur ce dilemme auquel sont confrontées nos sociétés, est-ce qu'il faut taper fort au risque de décorner la liberté d'expression ou quelle est votre réponse? Je vais prendre un autre exemple. J'avais compris la question, je voyais ce que vous vouliez dire, parce qu'on est régulièrement sollicité sur l'organisation de concerts néo-nazis. On est dans autre chose. Ça arrive plus souvent en Flandre qu'en Wallonie, mais il y a des bourgmestres qui nous contactent, et ils disent « Tiens, ici, on a l'impression qu'il y a un concert néo-nazi qui va... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va faire une interdiction préalable ou pas ?» Le travail qui est fait et qui est efficace et qui marche, c'est de se dire on ne va pas faire d'interdiction préalable, on envoie des services de police qui sont là pour veiller à ceux qui se disent, qui écoutent, qui regardent. Et si il y a du négationnisme, si il y a du racisme, on fait des PV, on poursuit, on est dans une stratégie de harcèlement à l'égard, mais harcèlement a posteriori. Donc c'est ça qu'il aurait fallu faire. Aujourd'hui, il s'organise moins de ce type de concert qu'il y a 2, 3, 4 ans. En Belgique, en Flandre en particulier. Et donc, le dispositif qui existe et qui donne des pouvoirs aux bourgmestres, des pouvoirs aux polices, des pouvoirs aux parquets, permet de lutter à un certain moment contre des abus sans aller jusqu'à l'interdiction préalable. Et là, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a quelque chose qui est insupportable et qui est dangereux pour notre démocratie de se lancer là-dedans. Parce que si on interdit préalablement M. Mbala, c'est pour combien de temps ?
C'est pour 3 mois, c'est pour 6 mois, c'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans. Il ne va pas changer, il va continuer. Il y a son nouveau spectacle. Et là, je suis... Au nom de quoi va-t-on interdire le fait qu'il fasse un nouveau spectacle? Il n'a qu'à taper sur tous les autres et tout ira bien. Maurice Sosnowski veut réagir. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Patrick Charlier. La démocratie doit se protéger et doit, dans ce genre de cas, intervenir pour interdire. D'abord, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que M. Dieudonné a donné un spectacle il y a 2 ans à Herstal. Le prédécesseur de M. Charlier était présent dans la salle. Édouard Delruel. Édouard Delruel. Non, il a entendu un enregistrement, il n'était pas présent dans la salle. Il a entendu l'enregistrement total, il était présent dans la salle également. Enfin, soit, peu importe. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est que en sortant de ce spectacle, comme vous appelez, il m'a dit être nauséeux. Nauséeux de telle sorte qu'il est allé au centre de l'égalité des chances, au conseil d'administration, en demandant qu'il y ait une plainte contre ce qu'il avait entendu. Ce qui a été fait, j'imagine. Ce qui n'a pas été fait. Attendez, laissez-moi terminer. Non, la plainte a été faite dès le départ. Dès le départ, il y a eu une audition de M. Delruel avec un collaborateur du centre. La plainte a été déposée. Mais au-delà de ce poteau-poteau, vous voulez... Non, mais je veux rectifier, dire qu'il n'y a pas eu de plainte. Il y a eu une plainte. Le centre a porté plainte. D'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui préoccupe le téléspectateur. Mais M. Sosnowski, vous voulez en venir où? Vous voulez dire quoi? Que c'est très bien de dire qu'il faut poursuivre, mais qu'on ne poursuit pas, c'est ça? Alors, s'il y a eu plainte, et de toute façon, il y a eu des PV, s'il y a eu plainte, de toute façon, depuis 2 ans, ce dossier est à l'arrêt. Il n'y a pas de condamnation. Ça ne marche pas, c'est ça que vous dites. Ça ne marche pas. Alors, je veux simplement reprendre les phrases de Mme Taubira, qui n'est pas juive, comme vous savez, qui est ministre de la Justice et qui est noire. Et donc, elle dit ceci, c'est fantastique dans son article de l'Huffington Post. Sanctionner avec efficacité est indispensable, mais ne suffira pas. Pas lorsqu'un pitoyable bouffon spécule davantage sur les dividendes d'un scandale que sur les risques judiciaires. Ces provocations putrides testent la société, sa santé mentale, sa solidité éthique, sa vigilance. Il nous faut y répondre car la démocratie ne peut se découvrir impuissante face à des périls qui la menacent intrinsèquement. Il faut donc descendre dans l'arène, disputer pied à pied, pouce à pouce, l'espace de vie commune, faire reculer cette barbarie ricanante, la refouler, occuper le terrain par l'exigence et la convivialité. Oui. Ce que je veux dire maintenant, je terminerai avec ceci si vous me permettez. Rapidement, si au vous niveau voulez du bien. droit, Ça, c'est pas l'interdiction. au niveau du droit, il y a, je pense, fort. des possibilités d'intervenir. Tout simplement parce que le droit, comme la médecine, ce n'est pas une science exacte. Il y a des lois, elles peuvent être modifiées, on peut les appliquer à des cas exceptionnels. Ici, on sait que nous sommes en face d'un multirécidiviste. On sait que les choses, tous les spectacles... Il y a Denis Ducarme qui est d'accord à vos côtés. Tous les spectacles... C'est parce qu'on ne le voit pas, donc je le dis. Tous les spectacles qu'il présente ont le même format. Il est tout le temps dans la haine du juif. Le monde est divisé en deux, les juifs et les peuples opprimés. Le juif est responsable de tout. Réaction rapide de Jean Bricmont sur cette idée d'interdire a priori, qui vous fait bondir. Moi, j'ai une question qui m'étonne quand même. Je me demande comment les Américains, ces pauvres ignorants qui n'ont pas le bénéfice de ces magnifiques lois antiracistes, ont pu élire par 2 fois un homme dont le père est africain. Je ne pense pas que ça risque d'arriver chez nous dans un futur prévisible. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont tellement handicapés au point de vue de l'antiracisme, parce qu'ils ont la liberté d'expression. Moi, je pense que l'histoire de Dieudonné va continuer, il va continuer à se battre, il peut aller en Algérie, il peut aller en Suisse, Belgique, je ne crois pas, mais enfin, il va continuer à se battre, il a l'Internet avec lui. Il va falloir censurer Internet. Et on rentre dans la logique de la censure dans laquelle on est rentré dans ces lois qui condamnent des idées. La séparation doit être faite entre les actions et les paroles. Mais est-ce que l'antisémitisme, c'est une idée? Non, mais laissez-moi terminer. L'éloge des États-Unis d'Amérique par M. Bricmont, qui est sans doute... Mais oui, mais je trouve ça extraordinaire qu'on importe tous les États-Unis, sauf la liberté d'expression. La plus injuste
C'est pas les deux à la fois, sinon on modèle comprend de rien. Monsieur Bricmont, ça c'est le cercle qui se referme. Mais non, on est parti d'une position libertaire pour justifier les États-Unis d'Amérique qui utilisent le meurtre ciblé, qui ont rétabli indirectement la torture. Bravo, Monsieur Bricmont, vous avez choisi vos alliés. Mais c'est ridicule ce genre de choses, c'est ridicule. Robespierre. La vérité est ridicule. La vérité est ridicule. J'étais pas ironique. On importe tous les États-Unis sur la liberté d'expression. Manuel Abramovich. La liberté, non, mais laissez-moi terminer, c'est moi Manuel Abramovich. Laissez-moi terminer. Oui, mais vous avez eu votre temps de parole, donc voilà, vous l'avez utilisé comme vous voulez. Je pense qu'il est quand même aussi important, et des débats comme ici peuvent le permettre, un peu remettre les points sur les i. Bon, pour l'interdiction, au préalable, je suis contre l'interdiction. C'est trop long pour l'expliquer. Sauf quand l'ordre public. Sauf quand, bien entendu. Oui, mais comme ça a été dit, Monsieur Dieudonné Mbala est né en 1966. Il a toutes les possibilités. Il a encore 40 ans devant lui de carrière. Bon voilà, donc ça ne va pas l'arrêter. Maintenant, il faut aussi essayer peut-être de comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi tout d'un coup, effectivement, il y a une offensive d'un ministre de l'Intérieur qui réagit en pleine vacances, quand ses collègues sont pour la plupart en vacances, et peut-être essayer de comprendre. C'est évident que Dieudonné, au-delà du problème qu'il représente, au-delà de l'antisémitisme qu'il cultive et qu'il exploite, effectivement est un pion dans une stratégie plus générale de M. Valls par rapport aux présidentielles françaises. On ne va pas tourner autour du pot. Il y a une évidence. Il y a une évidence là-dessus. Autre évidence, en tant que ministre de l'Intérieur, il a des informations qui lui disent que sur le terrain, des informations venant des services de renseignement, notamment policiers, pour dire il y a quelque chose qui se passe là. Il y a des jeunes qui se coalisent. Il y a un discours qui prend. Voilà. Non, mais on a pas accès. Mais il suffit de voir le film La Marche pour voir le film qui vient de sortir sur les écrans, que dès le début de la marche des beurs pour l'égalité, c'est autre chose ça, pour l'égalité, ils sont dès le début infiltrés par les renseignements généraux qui ont leur boulot, comme pour notre sûreté de l'État, de s'informer pour voir si des mouvements autonomes, notamment de jeunes, peuvent prendre. Et à un moment, ils décident d'arrêter la marche. De dire ça. Ouais. Et donc pour Dieudonné, je pense, c'est une hypothèse, bien entendu, c'est une hypothèse, qu'il y a des informations qui disent au ministre Valls qu'il y a quelque chose qui prend. N'oubliez pas, on est en pleine campagne électorale, il y a des élections en France. Ouais, ça on a compris. Dieudonné n'est pas qu'un humoriste, Dieudonné se présente quasi systématiquement aux élections avec aujourd'hui le soutien de l'extrême, non gauche, mais de l'extrême droite. Et donc, effectivement, Dieudonné pourrait se Allez, on va terminer ce débat. Il faut qu'on avance, Manuel Abramovich, avec cette question. Est-ce que le racisme est en train de progresser? Est-ce que la société est plus raciste qu'avant? Ou c'est simplement que les gens osent peut-être plus dire ce qu'ils pensent qu'autrefois? Joël Milquet. Je voudrais juste... Ça vous inquiète, cette banalisation? Oui, tout à fait. Et je ne suis pas... je pense que ce qui vient d'être dit n'est pas toujours tout à fait absurde en termes d'analyse. On a une société française profondément fracturée. Il y a eu les bonnets rouges, etc. Et il y a toute une analyse qui peut être faite par ailleurs. Moi, je voudrais en tout cas, parce que Dieudonné, c'est juste un exemple parmi d'autres de ce que l'on doit éviter comme type de discours. Et c'est vrai qu'au-delà de l'interdiction, il y a le contre-discours, l'audace, le courage d'un contre-discours qui n'est pas toujours populaire et qui dès lors demande, et c'est un appel que je lance à toutes les formations politiques, quelles qu'elles soient, démocratiques bien sûr, qui demande qu'on ait le même courage et la même fermeté face à tous les racismes rampants que l'on entend. Et donc, ça demande un combat. Moi, je me suis mobilisé après l'affaire de Cécile Kyenge. J'ai réuni les ministres de l'égalité des chances à Rome parce qu'on avait traité cette ministre noire d'orang-outan, etc. Rien avant d'oublier. En demandant, et nous allons nous revoir d'ailleurs au mois de mars, avec notamment nos collègues français, pour faire un appel au niveau européen d'avoir une charte de l'Europe de la diversité, du respect et de la lutte contre le racisme, quel qu'il soit. Mais que l'on soit dès lors beaucoup plus audacieux. Et à quelques expressions racistes que ce soit, que nous ayons exactement la même réaction avec la même énergie. Et c'est vrai que ça manque. Et c'est vrai qu'il y a une banalisation. Et c'est vrai qu'Internet, avec l'anonymat, devient un défouloir, mais nauséabond. Bien sûr. Parce que, comme les gens sont anonymes, on se permet tout. Bien sûr, c'est la déroute de l'antiracisme par la censure. Je fais aussi un appel au rédacteur en chef de voir à quel point on laisse sur les sites
quels qu'ils soient, mais des propos, mais qu'ils soient antisémites, qu'ils soient anti-arabes, qu'ils soient... Mais c'est hallucinant. À un moment, la démocratie doit se respecter. Mais c'est vous-même qui avez engendré ce phénomène avec vos lois de censure. Si vous voulez combattre des opinions nauséabondes, si vous voulez combattre des opinions... Mais on va faire de l'éducation, comme dans les pays de l'Est, on va faire de l'éducation unilatérale, en parlant aux gens, les traitant comme des enfants, et en refusant de débattre avec eux, et en utilisant la censure. Dès qu'on a l'arme de la censure, on donne ipso facto à ses adversaires l'arme. Mais je ne veux pas savoir ce qui est derrière tout ça. Moi, je défends les principes de la Révolution française. Mais parlons-en, les questions sociales, on n'en parle pas non plus. Il y a la désespérance. La parole est à Philippe Moreau. Ils sont incapables de la résoudre. La parole est à Philippe Moreau. Je dis, derrière tout cela, il y a la question sociale. Mais il y a dans cette période de crise la désespérance de grandes parties de la population qui sont à la fois des populations nouvellement arrivées, qui ont l'impression, et parfois malheureusement elles ont raison, d'être rejetées. Vous avez en même temps les classes moyennes qui ont l'impression qu'elles sont prises dans un étau. Vous avez les travailleurs qu'on a montés contre ceux qui n'ont pas de travail. Vous êtes dans une société hyper fracturée. Oui. Et donc, ce qu'il faudrait faire, mais je ne vois pas les politiques qui sont en train de le faire, c'est d'essayer de recoudre cette société, de lui redonner un projet qui puisse être un projet égalitaire entre tous les citoyens. Ça, c'est le problème de fond qu'on n'ose pas aborder. Le développement du racisme... Qu'est-ce que vous répondez à Philippe Moreau? Il faut recoudre cette société. On n'ose pas aborder le problème. Et sous-entendu, certains mettent de l'huile sur le feu. Le développement du racisme ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'il se développe de manière exponentielle. Ça fait depuis le début des millénaires, monsieur. De manière exponentielle. Et il prend force. Ce qu'il faut, et je rejoins Monsieur Moreau, ça surprendra certains, mais c'est en effet avoir une politique socio-économique qui soit forte, mais également en matière de politique d'intégration qui ont ramé pendant des années où on n'a pas produit assez d'effets. En matière de politique d'immigration, nous avons également un certain nombre d'objectifs encore à rencontrer. Donc le socio-économique, oui, mais une meilleure intégration et une immigration contrôlée sont nécessaires aussi pour réduire ces éléments de développement du racisme. Voilà, on va en rester là parce que je sens que si on continue, on va entamer un débat de campagne électorale, mais je suis sûr que ça va revenir dans les 4 mois qui viennent. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat qui a été enregistré ce matin dans les conditions du direct. Il sera rediffusé ce soir à partir de 21h dans un instant, le JT. C'est parce qu'il est présenté par Véronique Barbier que je bégaye. Bon dimanche à tous.